Je l'ai promis, il faut qu'on se la fasse quand même. Alors le premier couplet et le refrain de notre hymne international. C'est parti. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, foules esclaves, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain. Merci camarades. On va enchaîner pour une carte blanche. Alors, au Togo, on conclura par le Cameroun. Raymond, pour la situation au Togo, situation avec des luttes populaires en ce moment, hein, dans un contexte très particulier, et qui va un peu nous faire un focus pour nous éclairer sur la situation. Alors voilà, le camarade a sorti le drapeau, très bien. Bonjour, bonsoir, mon cher camarade. Est-ce que les anti-impérialistes sont là? Est-ce que les anti-impérialistes sont là? Est-ce que nos amis panafricains sont là? Bien, et quand je dis abat l'impérialiste, on dit abat l'impérialiste, abat l'impérialiste, abat l'impérialiste. Et chez moi au Togo on dit ablodé et vous dites badja. Ablodé et vous dites badja. Ablodé, badja. Ablodé, badja. Ablodé. Je vous remercie, vous êtes vraiment là. Voilà, moi je m'appelle Raymond Ayébi. Je suis d'origine togolaise, un petit pays en Afrique de l'Ouest, de largeur à peine 60 km, et sur la côte atlantique, et de longueur à peine 700 km. Voyez-vous, on parle d'un petit pays qui fait à peine 42 600 km², mais qui fait beaucoup de bruit. Et je vais vous en faire un petit résumé en 3 points. D'abord, un bref rappel historique. Ensuite, un état des lieux. Et puis, une petite conclusion en faisant un appel. Donc, pour le volet historique, la lutte pour l'indépendance politique, la fameuse indépendance politique qui n'en est pas une, a eu lieu dans les années 58-60. Cette indépendance politique a été
une réalité en 1960, le 27 avril 1960, par un nationaliste appelé Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, appuyé par ses frères et sœurs, dont un nom revient souvent, c'est Pat de Souza. Pat de Souza qui n'a pas vu cette indépendance politique, puisqu'il décéda la veille de cette indépendance politique. Paix à son âme, paix à leur âme. Et donc Sylvanus Olympio, élu comme président, premier président de la nation togolaise, né en 60 donc, il n'a pas fait long feu puisque 3 ans à peine, il a été assassiné par l'impérialisme français, parce que Sylvanus Olympio, comme je l'ai dit, avec ses pères, ses frères et sœurs, et qui voulait la souveraineté de l'Afrique, comme Nkrumah, que vous connaissez, grand panafricaniste du Ghana, et d'autres, eux voulaient la souveraineté vraiment pour l'Afrique, et Sylvanus la voulait pour le Togo, et son péché, c'est d'avoir voulu battre monnaie. Et vous savez que les attributs de la souveraineté passent par notamment la monnaie, le libre choix des dirigeants, une armée républicaine, je vous en passe les meilleurs, les libertés fondamentales. Donc Sylvanus Olympio, premier président, n'a pas fait long feu. 3 ans à peine, à la veille de frapper monnaie, il s'est vu assassiné. Et donc, il y avait un ancien solde appelé Gnassingbé Yadema qui a revendiqué cet assassinat au nom bien sûr de l'impérialisme triomphant qui cherchait un Togolais pour pouvoir prendre la tête de ce forfait. Gnassingbé Yadema accepta donc ancien solde de l'Indochine, de la guerre d'Indochine, rentré au Togo, acceptait donc d'assumer cette responsabilité. Ainsi s'ouvra donc une transition qui à peine 4 ans, transition assurée par le beau-frère de Sylvanus Olympio, un certain Nicolas Grunitzky, qui sera déposé parce que Yadema Gnassingbé, qui revendiqua donc 4 ans plus tôt l'assassinat du premier président, elle disait qu'il y avait une mésentente entre le vice-président et le président Nicolas, le vice-président Antoine Miati et Nicolas Grunitzky qui assurait donc la transition. Donc, Yadema prit donc le pouvoir en avril 1967 et pouvoir qu'il conduira d'une main de fer pendant 38 ans. Et comment il a pu tenir pendant 38 ans? Bien sûr, c'est grâce au soutien de l'impérialisme français, tous les présidents français qui se sont succédés. Et c'est ainsi que de Giscard à Mitterrand jusqu'à Chirac, au niveau de la politique étrangère de la France, aucun président français
en changeant d'un iota cette politique étrangère, avait donc un soutien indéfectible pour le préfet qui était donc le sous-préfet ou le préfet qui était donc Gnassingbé Eyadema à la tête donc du Togo. Et je disais que Gnassingbé Eyadema pendant 38 ans dirigea d'une main de fer le Togo en confectionnant une armée de main de maître, parce que le recrutement s'est fait sur une base tribale, dans le sens que 80% de cette armée était composée de son ethnie, donc venait de sa propre ethnie. Il est allé jusqu'à construire dans son village à 600 km de Lomé, dans le septentrion, une école de sous-officiers. Donc le recrutement dans l'armée au Togo se faisait donc sur la base de 80% dans l'ethnie kabien, qui était son ethnie, et les 20 autres pourcents pour le reste du pays. Bien, donc, ainsi, dans les années 90, on arrive rapidement à ce que Mitterrand avait appelé la conférence de la Baule, la conférence des chefs d'État de la Baule, et on l'appelait dans ces temps-là le vent de l'Est, puisque c'est la période de l'éclatement de l'URSS avec la perestroïka, le glasnost de Gorbatchev. Et en France, il y avait à la Baule cette conférence des chefs d'État, et où Mitterrand demandait à ces chefs d'État francophones réunis à la Baule de desserrer un peu le taux, donc de démocratiser un peu la gestion de leur pays. C'est ainsi que s'ouvrent alors les conférences, l'ère des conférences nationales, dont le bal avait été ouvert par le Bénin à l'époque, le Bénin de Mathieu Kérékou à l'époque. Et donc d'un pays à l'autre, du Congo venant au Togo et dans d'autres, il y a eu cette série de conférences nationales, mais celle du Togo s'est mal passée. C'est mal passé dans le sens que ça a fini dans le sang, puisque Eyadema, n'étant pas content de démocratiser et la transition politique, a tourné court, dans le sens que, avec certainement l'aide de Mitterrand, puisque Mitterrand avait dépêché un bataillon au large de Cotonou qui devait pouvoir intervenir à l'époque, mais Eyadema l'avait rassuré qu'il avait la main et que voilà, il pouvait récupérer son pouvoir. Et effectivement, il a récupéré le pouvoir, mais dans le sang. Le premier ministre de la transition politique, élu par cette conférence nationale des années 91, là, de l'année 91, il a été arrêté et ses gardes, il y a eu beaucoup de morts, des gens jetés en prison. C'est ainsi que Eyadema reprend la main, reprend son pouvoir et pour dire, voilà, je vais faire maintenant le gouvernement d'union nationale. Gouvernement d'union nationale, et on va aller vers les recommandations de la conférence nationale, notamment
le vote d'une nouvelle constitution en 1992 et des élections dites libres, mais vous comprendrez que des élections libres sous l'égide d'un dictateur ne sont pas forcément des élections crédibles. Donc Eyadema s'est vu réélire en 1998, mais vu que la constitution votée par la conférence nationale en 1992 recommanda que un président élu ne peut faire que 2 mandats. Donc Eyadema se voyait contraint d'arrêter donc de diriger le pays après 2 mandats, c'est-à-dire en 2023. Voilà que Chirac fait un voyage dans les années 2000 au Togo. Et Eyadema qui dit ostensiblement, ça a été repris par Le Monde, le journal Le Monde, que parole de militaire, je respecterai la Constitution. Chirac parti quelques années après, à l'approche donc de la fin du mandat. Tenez-vous bien, le 31 décembre 2022, quand les gens festoyaient pour le nouvel an, Eyadema convoqua l'Assemblée nationale, nuitamment cette Assemblée nationale acquis à sa cause, pour faire modifier la Constitution, de façon à ce que le compteur soit mis à 0. Le compteur est mis à 0, donc, et Eyadema se voyait pouvoir candidater à une nouvelle élection. Donc, ce qui veut dire que il a ravalé ce qu'il avait, sa promesse vis-à-vis de Chirac à Lomé. Et voilà les élections reparties, faites par ce dictateur. Il est gagnant ces élections naturellement en haut les mains. Et malheureusement pour lui, 2 ans après, en 2005, j'ai parlé de 2023, c'est 2003 je voulais dire, c'est une erreur. 2003 je voulais dire, pas 23. 2005, 2 ans après, il décéda. Maintenant il décéda, c'est un carteron d'officiers convoqué par Chirac clandestinement à Paris et qui au retour à Lomé, prêtant allégeance au fils fort Gnassingbé, pour qu'il puisse prendre la succession de son père. Alors qu'au niveau de la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre la relève avant d'organiser des élections. Mais l'artifice étant trouvé, ce président de l'Assemblée nationale était en voyage. L'avion d'Air France qui devait le ramener au Togo a été détourné à l'époque donc à Cotonou. Et le carteron d'officier pouvait arguer à la télévision nationale qu'il y a un vide. Et donc il fallait combler ce vide. Et le carteron d'officier n'a trouvé mieux que de placer le fils à la tête donc du pays en lui faisant allégeance. Et le tour est joué. Mais tenez-vous bien, le fils était rentré au Togo après des études à l'Occident. Il était nommé ministre de son père. Rapidement, en une nuit au décès de son papa, il s'est fait député. Et cette même nuit, cette Assemblée nationale acquis à la cause de son papa, l'a fait président de l'Assemblée nationale. Et le tour est joué pour que, par ce coup, ce triple coup d'État institutionnel, constitutionnel, il puisse devenir, et militaire bien sûr, puisse devenir président de la République à la place de son papa. Voilà, maintenant nous sommes donc en 2005. Le peuple togolais ne voulait pas entendre ça.
le peuple togolais, quoi qu'on dise, a été un peuple battant. Parce que dans les années 91, je fais cette précision pour dire que pour avoir la conférence nationale, cela n'a pas été facile. Cela n'a pas été facile, l'opposition s'est tellement battue. Il y a eu des corps qu'on a repêchés dans la lagune. Vous en avez entendu parler. Et je fais cette précision pour dire, ce n'est pas de gaieté de cœur que Yadema Père avait laissé cette conférence nationale se faire. C'est pour ça qu'il est revenu autrement par un coup d'État dont je parlais tout à l'heure. Et donc maintenant le fils a pris le pouvoir de force grâce à ses cartérons d'officiers. Je vous avais dit que l'armée est clanique et les officiers dont je vous parle sont de son ethnie. Et des fois même il y en a, vous allez, tenez-vous bien, ces officiers, le chef d'état-major, c'est le beau-fils, quoi. C'est quelqu'un qui l'a fait marier à sa fille. Donc, voyez-vous, et donc, le Togo est dirigé comme ça, par un régime militaire, et à la mort du père, le fils a succédé, et donc c'est un régime militaire maintenant verni d'un civil qui est le fils. Et donc les Togolais ont lutté pour que la Constitution puisse être respectée, mais avec le soutien de Chirac à l'époque, et qui a fait pression sur les institutions sous-régionales. La CEDEAO, tenez-vous bien, la CEDEAO, c'est un appendice je dirais, d'une institution de l'impérialisme français et européen. Puisque en Europe, c'est la France, on se tourne toujours vers la France pour dire, c'est votre précaré, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, du coup, Chirac avait fait pression sur l'institution sous-régionale, la CEDEAO, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, pour que cette transition ne puisse pas se faire et que le fils puisse continuer allègrement à diriger le pays. Et donc, du coup, le fils est venu. 2 mandats, il devait partir. Tenez-vous bien, en 2010, il fait donc 2 mandats. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réuni aussi comme son père à l'Assemblée nationale, et notamment, ils ont modifié la Constitution pour que, en 2015, après avoir fait 2 mandats, en 2015, il puisse continuer à régner et vitam aeternam sur le pays. En 2015, il fait des élections, il fait comme son père. Les élections ne sont pas des élections crédibles, c'est le bourrage d'urne, c'est l'achat de conscience, c'est tout ce que vous savez, et l'inversion même des résultats, et donc le tour est joué. Et donc, puisque le compteur a été mis à 0 en 2015, Faure Gnassingbé continuait à diriger le pays contre le gré du peuple togolais. Et voilà, en 2020, le peuple continue toujours à s'organiser, et il y avait l'archevêque émérite, Monseigneur Podro, et qui a pris la tête d'une coalition et qui a présenté, donc cette coalition a présenté un candidat avec l'union un peu d'une grande partie de l'opposition, et M. Gabriel Agbeome Kodjo, qui a été présenté, a gagné haut levé cette élection. Et que fait Faure Gnassingbé avec ces institutions, ces hommes placés à la tête des institutions? C'est de faire l'inversion des résultats et de venir donner à la télévision des résultats complètement comiques et tout honte bu. Tout le monde sait que ce n'est pas du tout crédible. 78% des résultats comme ça, c'est pas crédible vu ce que tout le monde sait. Et donc, en 2020, après avoir cherché vainement à négocier le pouvoir auprès de celui qui a réellement gagné l'élection, et puisque il s'est manié la carotte et le bâton, le gagnant, ayant refusé, il ne pouvait que prendre la poudre d'escampette pour l'exil.
pris maintenant dans son exil, il est toujours pourchassé. C'est ainsi qu'il trouva la mort en 2023. En 2023 au Ghana, 3 ans après. Donc Gabriel Agbeyome, président vraiment élu du Togo, est mort il y a 2 ans au Ghana. Et celui qui avait parrainé aussi, qui est l'archevêque numérique, qui avait 94 ans, lui aussi, il est décédé même 2 mois avant même le président élu. Donc en 3 mois, le Togo a perdu la crème de ce qui constituait la résistance qui avait gagné l'élection en 2020. Maintenant 2024, puisque Faure Gnassingbé, ayant vécu vraiment une phase difficile dans l'élection de 2020, tenez-vous bien, et il cherchait les moyens, vaille que vaille, pour continuer à régner sur ce pays. Semble-t-il que son père lui a dit, parce que c'est lui-même qui l'a sorti, que le pouvoir, ça ne se laisse jamais. Et quand on l'a, il faut le garder vitam aeternam. C'est ce que son père lui a appris. Et donc, fort de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Ayant vécu mal l'élection de 2020, il décida alors de dire on va supprimer carrément l'élection présidentielle. Et voyez-vous, vous allez voir comment il s'est pris. Et l'Assemblée nationale, qui était déjà en fin de mandature et qui se préparait donc à se voir le renouvellement se faire par des élections législatives, 2 semaines avant, on ne sait pas dans quel songe ou dans quel cauchemar il a vu ça, il a fait appeler l'Assemblée nationale, les députés réunis à une session extraordinaire pour modifier la Constitution pour un changement de régime. Ainsi, le Togo passa donc au mois de mars 2024 dans un régime parlementaire qui a été voté nuitamment par non seulement des députés déjà dont le mandat est expiré, non seulement ça, on était à 2 semaines de nouvelles élections législatives et pourtant, Faure Gnassingbé a fait voter par cette assemblée, entre guillemets, voilà, mouton, ce régime parlementaire, et le Togo bascula comme ça dans ce qu'ils appellent le régime parlementaire. Et donc, sauf que le peuple ne veut pas entendre ça de ses oreilles. Et donc, du coup, depuis 2024, des manifestations se font. Et l'opposition fait du lobbying. Et les jeunes dans la diaspora, moi-même je me suis présenté tout à l'heure, peut-être je ne vous l'ai pas dit, je suis ancien coordinateur de la coalition pour la diaspora togolaise, Kodi Togo. Et Kodi Togo, c'est aux 4 coins, c'est l'organisation diaspora aux 4 coins du monde. Et donc, nous venons en appui à ce qui se fait sur le terrain au Togo, au niveau de l'opposition, surtout pour appuyer les jeunes. Et donc, en un an, Faure Gnassingbé s'est dépêché alors de faire des élections sénatoriales. Les élections sénatoriales sont faites et du coup, en 2025, en mai 2025, il réunit l'Assemblée nationale et le Sénat donc dans un congrès, et ce congrès vota donc pour un nouveau président de la République, puisque pour pouvoir régner, il fallait que lui fasse un contournement et que lui ne passe plus jamais par la case de vote pour avoir encore à subir les écueils qu'il avait. Et donc du coup cette assemblée vota pour un président de l'Assemblée, un nouveau président de la République, taillé sur mesure, dans le sens que ce président devient honorifique. Je vous ai parlé de régime parlementaire, mais un régime parlementaire qui n'a que de nom. Ce n'est pas comme le régime parlementaire comme on peut le voir en Allemagne ou en Angleterre ou ailleurs. Au Togo, tenez-vous bien, lorsque par exemple
et celui qu'il appelle le président du conseil, qui est comme un super premier ministre, quand il se présente devant le congrès et qu'il veut voter un texte, si jamais il est mis en minorité, comme on l'a vu la semaine dernière chez Bérou, le président du conseil au Togo, lui, dissout l'Assemblée nationale. Donc si c'était au Togo, ce n'est pas Bérou qui partait, c'est Bérou, lui, dissout l'Assemblée nationale pour demander à ce qu'on puisse aller retourner aux urnes. Et donc, Fonia Singbe, il devient intouchable puisqu'il ne se présente jamais au verdict des urnes. Et c'est comme ça. Et maintenant, le nouveau président de la République, il s'est arrangé à ce que son parti puisse désigner quelqu'un. Il n'y avait qu'un seul candidat. Tenez-vous bien, ce candidat, c'est un vieux Kakoshim de 86 ans. Et celui-là, qui dans les années 90 avait participé avec l'opposition à lutter pour l'avènement de la démocratie, c'est ce vieux Kakoshim qui avait du mal à marcher à 86 ans. C'est à lui qu'on a attribué le rôle de président de la République et donc il va inaugurer les chrysanthèmes. Et donc aujourd'hui, la jeunesse togolaise ne veut pas entendre ça. Et donc quand ça s'est passé comme ça au mois de mai, tenez-vous bien, la jeunesse a dit, on va faire sa fête à lui, Fonia Singbe. Comme il est né le 6 juin 1966, nous allons organiser son anniversaire. Et donc c'est comme ça qu'une grande manifestation a été organisée le 6 juin 2025 là, pour fêter l'anniversaire de celui qui se dit maintenant président du conseil. Ils se mélangeaient tellement dans leur personne, tenez-vous bien, dans les tests, la nouvelle constitution, et le poste, ils appelaient ça président du conseil des ministres. Mais Fonia Singbe, après s'est vu que président du conseil des ministres, il n'y a pas République dedans. Comme ils ont fait tout dans la précipitation, comme il n'y a pas ça, République dedans, ils se disaient que peut-être ça pourrait lui poser des torts dans les instances internationales. Et donc du coup, il a demandé qu'on enlève le M et qu'on l'appelle maintenant président du conseil. Mais là où il y a l'anomalie, dans leur nouvelle constitution là, de la 5e République, il n'y a même pas d'institution qui s'appelle conseil. Donc, les gens font comme s'ils font une abréviation d'un nom qui n'existe nulle part chez nous. En tout cas, dans les tests. Il s'appelle président du conseil et il y a aussi président de la République. Maintenant, dans les tests, le président de la République doit accréditer les ambassadeurs. Il s'est fait que il y avait une ambassadrice de Chine qui devait être accréditée, le vieux Kakoshim de 86 ans, et qui à peine marche avec une canne. Je vous le dis, actuellement il est gravement malade d'ailleurs. Et il a reçu cet ambassadeur pour l'accréditer. Mais après, Fonia Singbe aussi le reçoit. Vous voyez un peu, on ne comprend rien dans ce qui se passe. C'est vraiment une embrouillamini, quoi. Et donc, pour vous dire, le mouvement M66 qui est né pour fêter le 6 juin l'anniversaire de Fonia Singbe, c'est grâce aux réseaux sociaux, depuis la diaspora, c'est ce M66 là qui tient le flambeau de la lutte aujourd'hui et qui a appelé à manifestation le 6 juin, après le 26 juin et ensuite au mois d'août, le 30 août là. Vous avez entendu qu'on a manifesté même à Paris concomitamment sur ce qui se faisait au Togo. Et donc, tous les 15 jours à peine, on fait des manifestations. Et c'est les jeunes M66 qui est la tête du flambeau là, qui aujourd'hui ne fait pas dormir le dictateur. Je terminerai sur un appel. Je terminerai donc sur un appel en disant que aujourd'hui, l'appel que je voudrais lancer au nom de mon mouvement Koni Togo et ensuite de ces jeunes que nous soutenons dans la diaspora de M66, c'est que aidez-nous comme les Vénézuéliens ont lancé l'appel aussi, aidez-nous pour que le peuple togolais puisse se débarrasser de cette dictature. Je vous assure que
le 6 juin, il y a eu encore des morts dans la lagune. Vous avez entendu parler. Il y a eu 8 morts dans la lagune. Des corps, c'est-à-dire des corps qui ont été repêchés dans la lagune. Donc, les militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la répression à tout va. Et donc, quand les jeunes courent, comme il y a la lagune, les jeunes ne savent pas après où y aller. Ils les poussent dans l'eau. Les jeunes ne sachant pas nager, il y en a qui décèdent comme ça. C'est comme ça que 8 corps ont été dépêchés. Et le 26 juin, pareil, il y a eu des arrestations de jeunes. Et la liste des prisonniers politiques aujourd'hui au Togo, elle est plus d'une centaine. Et je terminerai sur un élément. En tant que membre de la diaspora aujourd'hui, moi qui vous parle de ça, il y a un camarade comme ça qui habite en Irlande qui s'appelle Aziz Goma. Aziz Goma, il est rentré au Togo, activiste à peine parce qu'il n'a pas été ancien responsable comme moi, etc. Il est rentré au Togo. Il a été arrêté comme ça à une station d'essence. Il continue à végéter là, actuellement où je vous parle. Il est même malade et il est entre la vie et la mort dans les geôles de Fort Nassingbe. Un autre comme ça qui s'appelle Jean-Paul Omoulou, pareil, il habite en Suisse. Il est allé au Togo en vacances. Il a été jeté en prison. Il fait déjà 3 ans en prison et personne n'appelle. Donc il y a plus d'une centaine comme ça. Et je montrais, je ne sais pas, à mon camarade hier, un cas au niveau du Mali. On a arrêté un au Mali et à Bamako, qu'on a envoyé extrader. Donc ça veut dire que quelque part, j'interpelle le régime malien. Si ça a été fait, ça veut dire que le régime malien est de connivence avec Fort Nassingbe. Si réellement ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, si ce frère-là a été extradé au Togo et qui depuis ce temps végète en prison, c'est pour vous dire que la situation est tellement gravissime. Et sur la liberté d'expression, les journalistes, il suffit que vous ayez un mot d'écart, alors que vous dites la réalité de ce qui s'est passé, de ce qui s'est vu. Dans une manifestation, un journaliste qui filme et qui fait une tribune, voilà, soit c'est l'exil, ou bien le cimetière, ou bien la prison. C'est ce qu'est devenu aujourd'hui le Togo, qui est une prison à ciel ouvert. Un véritable goulag. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci vraiment Raymond pour cet éclairage très précis sur le Togo, sur cette dictature à vernis démocratique, si on peut dire ça comme ça, et cet appel à la solidarité, effectivement, y compris ici nous en France. Il faut informer l'UFC, camarades, des initiatives de solidarité, et si on peut être présent là dans les villes, on le sera.